Ah bah ça me rassure, ça veut dire que je suis pas pervers narcissique. Il y a forcément un schéma typique de typologie de personnes qui sont plus enclines à attirer les pervers narcissiques. En fait, le but d'une app de rencontre, c'est pas que les gens trouvent l'amour, c'est qu'ils restent sur l'application. Si une personne est mal intentionnée, elle va peut-être plus facilement trouver une proie. Dans une app de dating, j'étais à 43 kilos à 23 ans. En fait, c'est hyper malheureux et c'est un peu le mal du siècle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis accompagnée de Marion qui a créé une application de rencontre un peu spéciale. Marion, je te laisse en parler. Bonjour à tous, moi je suis Marion Perrier, je suis cofondatrice de Beside Me. C'est la première application de rencontre qui est axée sur le bien-être et l'évolution personnelle de ses membres. C'est vrai qu'on pourrait penser que le marché il est ultra saturé, mais moi j'ai plutôt le sentiment qu'il est mal servi. On n'a pas décidé de se positionner comme une énième application de rencontre, mais plus comme un programme global où on va prendre soin des célibataires et on va les accompagner dans l'aboutissement de leurs projets. Ok, voilà un petit peu. J'adore. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, je suis Maïva et je suis spécialisée dans l'accompagnement d'hommes et de femmes qui ont subi des relations toxiques ou qui en sortent tout juste ou qui ont potentiellement besoin d'aide pour en sortir. Voilà, donc ce podcast, il va faire un parallèle entre les applications de rencontres et les relations toxiques. Marion, j'aimerais te poser une question pour commencer. Tu penses quoi, toi, des applications de rencontres comme tu es en train d'en faire une ? C'est quoi ton avis sur le sujet ? C'est extrêmement controversé parce qu'en fait, tout le monde a la même vision des applications de rencontre, à savoir, en fait, elles ont été conçues dans l'optique de nous pousser à surconsommer, à swiper sans cesse. En fait, le but d'une app de rencontre, si on est honnête, c'est pas que les gens trouvent l'amour, c'est qu'ils restent sur l'application. Contrairement aux agences matrimoniales qu'on connaissait à l'époque, qui pour le coup avaient vraiment un parcours personnalisé et t'accompagnaient dans, comme nous, ce qu'on essaie de faire, l'aboutissement du projet, quoi. Ouais. Je sais pas quel avis t'as, toi, sur les apps de rencontre. J'ai un peu l'impression que les applications de rencontre, c'est un peu superficiel dans le sens où c'est difficile de connaître la personne et on va devoir forcément la juger par son physique. C'est comme un catalogue un peu, enfin c'est mon point de vue. Après, moi je suis pas forcément une utilisatrice d'app de rencontre, mais j'ai l'impression que c'est un peu superficiel, ouais, dans ce sens, ouais. C'est vrai que les interfaces des apps de rencontre, elles ont été conçues de telle sorte à ce que la première chose que tu regardes, c'est le physique. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, s'il y a quelqu'un que tu trouves pas très attractif, qui vient t'accosser dans un bar, tu vas être beaucoup moins dur et je pense que tu vas beaucoup mieux l'accueillir parce que tu vas souligner l'audace qu'il a eu à venir t'accoster. Alors que sur une app de rencontre, si t'as quelqu'un que tu trouves pas dingue sur sa photo numéro 2, tu vas même pas prendre la peine de répondre. Les applications de rencontre, c'est comme un réseau social dans le sens où tout est plus facile derrière un écran. Donc, tu peux parler beaucoup plus mal à quelqu'un qui ne va pas te correspondre, alors qu'il a l'audace de venir te parler, juste parce que tu es derrière un écran. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire ça, je trouve. Et, alors que dans la vraie vie, tu réagirais même pas aussi mal, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un parallèle qui est pas, on va pas dire réaliste, mais qui est pas si proche de la réalité, dans le sens où, au niveau des interactions, derrière un écran, tu peux dire un peu ce que tu veux, alors qu'en face, tu as quand même une certaine proximité avec la personne, donc tu dois quand même prouver une forme de respect, je trouve. Non, je te rejoins. En fait, de toutes les manières, le but, c'est de créer une communauté avec des valeurs communes et de faire en sorte de potentiellement être peut-être plus sélectif sur les apps de rencontre, arrêter d'accepter tout le monde. Quand tu vois qu'il y a plein de faux profils, il y a même des prostituées, des escortes qui se retrouvent sur les apps de rencontre, c'est qu'en fait, à l'entrée, le travail, il n'est pas fait. Ouais. Donc, c'est comment est-ce que tu arrives à filtrer et à faire en sorte que des personnes qui ont des intentions similaires se réunissent et se retrouvent sur la même app au même moment. Et comment ça se traduit, ça, du coup, ce filtre que tu peux mettre en place, toi, dans ton application ? Il y a plein de moyens de le faire. Par exemple, je sais qu'il y a des applications où il y a des espèces d'ambassadeurs qui vont venir checker ton profil et le valider ou non. Nous, là, actuellement, on le fait manuellement. À terme, on va intégrer de l'intelligence artificielle. En fait, on vérifie déjà tous les profils pour s'assurer que c'est vraiment toi qui es en train de parler. Et en plus de ça, sur l'application, on a la possibilité de souligner si quelqu'un a eu un comportement inapproprié. Okay. Et en fait, si toutefois, à répétition, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est un peu too much, on le sortira sans problème. Ok, trop cool. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est on peut faire le parallèle. C'est est-ce que toi, tu penses que sur les apps de rencontre, on est beaucoup plus susceptible de rencontrer des personnes mal intentionnées et donc des personnes toxiques, pervers narcissiques ? Est-ce qu'on n'est pas plus en proie sur les apps de rencontre à rencontrer C'est pas une question évidente en vrai, parce que on peut en rencontrer autant dans la vie en général que sur des apps de rencontre. Le seul truc, je pense, qui fait qu'on peut être plus enclin à rencontrer, c'est
si une personne est mal intentionnée, elle va peut-être plus facilement trouver une proie dans une app de dating que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, tu es obligé de faire des interactions. Quand tu as une personne en face de toi, tu sais pas forcément comment elle peut réagir ou si c'est une personne qui est ultra sensible ou ce genre de choses. Donc, ouais, moi je dirais que oui, mais ça veut pas forcément dire que c'est pas le cas. Pas plus qu'ailleurs, ok. Et alors, question d'après, parce que moi je me suis toujours interrogée, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont plus enclines que d'autres à attirer des personnes toxiques? Ouais, tout à fait. Non, il y a forcément un schéma typique de typologie de personnes qui sont plus enclines à attirer les pervers narcissiques ou les personnes toxiques. Principalement, c'est soit des gens qui ont énormément d'empathie et donc qui vont vouloir aider ou limite un peu le syndrome du sauveur, tu sais, vouloir tout de suite sauver la personne et donc accepter énormément de choses, voir des choses qui sont toxiques, quoi. En gros, des actions toxiques. Souvent, il y a aussi des gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont une estime faible d'eux-mêmes. Donc ça, c'est des gens qui sont un peu plus en proie, on va dire, à attirer ce genre de personnalité. Après, il y a aussi les gens qui ont connu un passé toxique ou un passé abusif. Quand tu grandis dans ce milieu-là qui est abusif, pour toi, c'est une norme, en fait, c'est une normalité. Donc, t'as pas de référentiel, en fait. T'as pas de référentiel sain, on va dire, et du coup, tu vas penser que tout ce que tu subis dans la relation toxique est normal parce que t'as connu que des choses abusives, en fait. Et c'est là où c'est important d'être suivi, d'être accompagné par des coachs, par des thérapeutes ou des psychologues, parce que c'est là où ça va venir essayer de briser ce cycle et faire comprendre à la personne que voilà, il y a des nouvelles limites en fait à imposer aux gens, aux proches et aux partenaires. Et c'est ça qui peut peut-être aider à sortir de ce schéma, tu vois, toxique. Ouais, des schémas répétitifs finalement. Ouais, complètement. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on a un peu tous une petite part de toxicité en nous. Certaines échelles, hein, évidemment. Je suis pas en train de faire un coming out. Mais le sujet, c'est de se dire, est-ce que tu deviens pas toxique au contact de quelqu'un d'autre? Moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là, à savoir, quelqu'un qui est pas toxique peut le devenir avec une autre personne, alors que, en fait, en fonction de ton partenaire, tu diffères. Moi, je vois beaucoup de gens dans les commentaires de mes reels qui disent ouais, on est tous le pervers narcissique de quelqu'un, Ouais. ou on est tous toxiques à un moment donné dans la vie en général, face à une personne. Je pense pas que ce soit vraiment faux dans le sens où si on se fait malmener dans une relation, on va forcément développer des schémas qui peuvent être toxiques parce que c'est de l'autodéfense, par exemple. Un homme qui te rend complètement taré parce que il respecte aucune de tes limites et toi tu deviens complètement hystérique, c'est une forme de toxicité que toi tu vas développer et que tu peux répéter dans une autre relation à l'avenir parce que tu auras eu ces habitudes en fait d'être ultra hystérique parce qu'il te pousse à bout, ce genre de choses. Donc je pense qu'à un certain point, on peut devenir toxique même si on est quelqu'un de très sain à la base en général et avec les gens. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez tout le monde? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment, faut déclencher quelque chose pour qu'on arrive à un point où carrément on sature et en fait on va forcément avoir des actions qui peuvent être toxiques. Moi, je le sais, j'ai déjà vécu dans une relation précédente qui était ultra toxique. À force d'être poussé à bout, tu développes des réactions qui sont soit démesurées, soit qui ne sont pas habituelles. Et quand tu rencontres une personne à la suite de ce genre de relation qui est complètement différent, qui est ultra sain, qui veut que ton bien, qui est très bienveillant, tu peux faire une analyse sur toi-même et te dire ok, là, ce que j'ai fait, c'est pas normal. T'as des séquelles, en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme des séquelles, en fait. Et je pense que, encore une fois, c'est important de se remettre en question et de toujours essayer d'évoluer positivement, d'être dans le dialogue, de communiquer sainement entre personnes, en fait. Si tu communiques pas, c'est là où ça peut aussi devenir très toxique. Et du coup, donc voilà, t'es dans une relation toxique, t'en as conscience, t'as envie d'en sortir, mais t'y arrives pas. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On demande de l'aide. Je pense qu'on a même plus tendance à se renfermer, d'ailleurs. Ouais. Souvent, le problème quand on est dans une relation toxique, c'est qu'on va souvent avoir un peu honte parce qu'on va avoir conscience de ça, mais on va être un peu dans le déni. Donc, on va pas oser en parler, alors que justement, il faut en parler parce que les gens qui sont extérieurs à ta relation, ils peuvent tout à fait t'aider, que ce soit des amis, de la famille ou même un thérapeute. C'est ultra important, en fait, d'aller chercher de l'aide ailleurs quand on n'est pas capable soi-même de prendre en main les choses et de passer à l'action, de quitter la personne ou d'essayer au moins d'avoir une discussion vraiment ancrée, profonde avec on va dire, l'assaillant, mais on va dire le partenaire toxique. Donc je pense que c'est essentiel de faire appel à des proches ou à demander de l'aide, de s'entourer en fait. C'est ultra important d'avoir un réseau de soutien qui puisse t'aider à évoluer et à
potentiellement sortir de cette relation toxique. Donc l'entourage, il a un rôle à jouer s'il est témoin d'une manière ou d'une autre d'une relation toxique, quoi. Ouais, complètement. Je pense que l'entourage, il doit quand même être ultra bienveillant, ne pas être dans le jugement parce que c'est là où la personne elle va se renfermer encore plus. Et Ouais, mais la va... personne change, donc parfois tu peux aussi être dans le jugement parce que de prime abord tu te dis mais attends, je reconnais plus ma pote, elle me donne plus l'heure. Enfin, fondamentalement, c'est souvent ce qui se passe. Ouais. Ou elle est agressive. Donc c'est dur aussi de faire la part des choses. Ouais, bien sûr, mais je pense que c'est important. C'est là où il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle aussi, je pense. Tu sais, quand tu es dans le jugement, faut pas être frontal avec la personne et lui dire ouais, tu t'étais pas comme ça avant, t'as changé depuis que t'es avec cette personne, etc. On a sûrement envie de dire ces choses à la personne pour qu'elle réalise, mais ça va pas forcément l'aider. Elle va encore plus se renfermer. Potentiellement, on va parler à son partenaire va te mettre à dos. Enfin, il va se passer plein de choses qu'on veut pas qu'il se passe. Donc, c'est normal de juger, mais je pense que c'est important de faire les choses sans jugement directement envers la personne. Faut que ce soit constructif, quoi. Ouais, complètement. En mode, faut l'accompagner. Ouais, vraiment, il faut l'accompagner. Et ça peut être très long. Faut que ce soit sur la durée parce que souvent, dans les relations toxiques, la personne a conscience qu'elle vit dans une relation toxique, que son partenaire lui fait du mal. Elle va sûrement essayer d'évoluer et elle peut revenir en arrière aussi sur ses pensées. Et c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de femmes qui subissent de la violence physique, qui vont porter plainte et en fait, elles vont retirer leur plainte peu après, soit parce qu'elles sont sous pression de leur partenaire, soit parce qu'elles vont regretter et elles vont développer le syndrome de Stockholm où elles vont avoir pitié de leur bourreau et elles vont se dire non, je veux pas qu'il aille en prison parce qu'il a été violent, donc je retire ma plainte, etc. J'avais lu, je sais plus où, qu'en fait le combat il commençait au moment où tu quittais la personne et pas avant, parce que justement il y avait de fortes chances que tu reviennes sur tes pas, et sur ta décision. Ouais. Moi, je dirais que le combat interne commence vraiment à partir du moment où tu as quitté la personne ou la relation toxique, parce que tu dois tout réapprendre. Tu dois réapprendre à avoir confiance en toi, remonter ton estime de toi. C'est super important pour évoluer et avancer dans la vie. Il faut juste aussi garder en tête que c'est important de s'aimer soi-même. C'est essentiel parce que si on n'est pas à l'aise avec soi-même et qu'on supporte pas la solitude, ça peut vraiment être problématique pour l'évolution parce que être seul, c'est-à-dire être célibataire, ça veut pas forcément dire être vraiment tout seul. Enfin, c'est pas une solitude profonde. Et c'est la société qui nous laisse penser ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait aussi. Donc c'est pas parce que tu es célibataire que tu souffres de solitude, etc. Tu peux très bien t'entourer de tes meilleurs amis, des meilleurs membres de ta famille. La solitude, c'est dans la tête. Ouais, c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je vois beaucoup de gens autour de moi qui se mettent en couple pour exister, qui attendent beaucoup de leur partenaire, en fait, qui vont se trouver beaux à travers leur regard, etc. Et cette espèce de quête effrénée à être en couple, je trouve que en fait, c'est hyper malheureux et c'est un peu le mal du siècle. Et limite, ça a une part de toxicité parce que t'es tellement en demande d'amour de la part d'autrui que c'est étouffant pour l'autre. Ouais. T'en penses quoi, toi ? Ouais, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est important de garder une certaine humilité dans la relation et de pas trop se donner. Bien sûr, il faut se donner. Je dis pas qu'il faut pas se donner à 100% dans une relation. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde qu'il faut donner du sien et tout. Mais je pense surtout que c'est important de ne pas s'abandonner dans une relation et de laisser l'autre, de mettre l'autre sur un piédestal. Déjà, c'est mauvais. Dans une relation, c'est une balance, c'est un équilibre, c'est 50-50. On est ensemble, on est une équipe et c'est pas tu es le meilleur de tous, tu es le plus beau, tu es le plus fort ou tu es la plus belle, etc. Et sans toi, je ne serais rien. Faut pas du tout faire ça parce que c'est là où on commence à développer une sorte de dépendance émotionnelle et on se rend compte en fait que si la personne n'est plus dans notre vie le lendemain, en fait on n'est plus rien, etc. quoi. C'est bien de donner de l'amour, mais il faut aussi s'en donner à soi-même et c'est une forme de respect aussi envers soi-même, de se donner de l'amour et de s'apprécier, de se valoriser, tout en donnant de l'amour aux autres. Mais je pense que c'est essentiel, ouais. Il faut pas s'oublier. Non, surtout pas. Ok, petite question dans la mesure où nous, on fait en sorte que les gens se rencontrent et trouvent l'amour. Est-ce que tu penses que rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être un moyen de se remettre d'une relation toxique ? Ouais, je pense que ça peut aider. Après, il faut savoir que faut pas aller trop vite. Déjà, faut pas aller trop vite dans les relations en général, mais faut pas aller trop vite après une relation à vouloir se remettre en couple parce que on a peur d'être seul ou de trouver personne. Je pense que c'est important de réparer ses blessures avant de s'autoriser une autre relation, parce que souvent, il y a beaucoup de schémas comme ça où des gens sortent d'une relation, en fait, très rapidement, vont trouver quelqu'un d'autre
pourtant, ils vont pas être épanouis dans cette relation, peut-être parce qu'ils s'engagent trop vite. Ils n'ont pas le temps de réparer les blessures et du coup, ils ont une genre de relation éponge ou tampon, je sais pas trop le terme approprié, mais le nouveau partenaire qui entre dans la vie de cette personne, il peut se sentir pas vraiment apprécié à sa juste valeur ou peut sembler que l'amour n'est pas vraiment existant parce que cette personne n'a pas vraiment laissé un délai suffisant pour se remettre de la rupture, avancer, passer à autre chose et réparer ses blessures. Donc, je pense que ça peut aider. Moi-même, personnellement, j'ai rencontré mon fiancé actuellement. Je l'ai rencontré, je pense, 3-4 mois après avoir quitté mon ex-père narcissique. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et quand je l'ai rencontré, j'étais pas du tout dans l'optique de me mettre en couple, mais j'ai vu en lui quelque chose que j'avais jamais vu avant chez quelqu'un. Et je pense que j'ai un peu vécu, on va dire, le vrai coup de foudre, dans le sens où il a coché toutes les cases que j'ai toujours voulu chez l'homme idéal à mes yeux. Et par contre, il m'a laissé le temps. Mais t'as aussi accompagné dans ta cicatrisation. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, imposer du temps à une personne qu'on vient de rencontrer après une rupture ou une relation douloureuse, je pense que c'est un super moyen pour tester aussi, on va dire, la viabilité de cette personne. C'est pas l'idée, c'est pas oh laisse-moi un mois au moins de me remettre et comme ça je regarde si t'es valable. C'est plus laisse-moi du temps, je me répare et si t'es encore là, c'est super, tu vois. Donc pas hésiter à l'exprimer, à dire Ouais. voilà, je me sens fragile, j'ai pas envie de passer à côté de cette rencontre. De toutes les manières, la communication, c'est quand même, encore une fois, on en revient, ça peut paraître bateau, mais c'est la base de tout. Ouais, complètement. Dire à quelqu'un, là, j'ai besoin de temps, mais je veux pas te laisser filer. Si ça vaut le coup, faut peut-être y aller. Ouais. Moi, je pense tout à fait. Et si la personne, elle a l'intelligence de comprendre ça et l'envie d'être avec cette personne-là, dans ce cas-là, elle fera tout ce qu'il faut pour que la personne se sente mieux, répare ses blessures, limite l'accompagne, en fait, pour qu'ensuite, il puisse vivre un amour inconditionnel. Je dis pas que ce serait une prouesse, mais je trouve que maintenant, les gens baissent tellement vite les bras face aux obstacles dans les relations, que c'est vrai que moi, quelqu'un qui arrive devant moi qui me dit bon, je suis pas prêt, mais j'ai quand même envie qu'on essaye, je sais que ça va me refroidir. Ouais, et en fait, je comprends. on revient à ce sujet de surconsommation, Ouais. mais on est comme ça surtout pour les fringues, pour les humains maintenant, ça devient malheureux. Ouais. Et ça, tu penses que c'est les applications de rencontres qui ont favorisé ce traitement-là? Ouais. Indéniablement. Je pense que en fait, les personnes qui sont à la tête des applications de rencontres, elles se rendent pas compte à quel point elles ont changé aussi des mœurs et des tendances de consommation. Typiquement, j'ai lu une étude américaine qui stipulait que les mecs qui restent trop longtemps sur des apps de rencontres, en fait, ils perdaient confiance en eux. Ok. Et C'est intéressant, ça. ouais, mais en fait, c'est horrible. En fait, les gens vont dans l'optique d'aller mieux, vont sur les apps dans l'optique d'aller mieux. Et en fait, comme ils se rendent compte qu'ils ne matchent pas, parce que les algos, ils ont été conçus pour que tu passes en abonnement premium, et ben ils se disent, en fait, je plais pas. Peut-être que je suis pas beau, peut-être que je suis pas à la hauteur. Certainement, les autres mecs, ils se font liker, pas moi. Et tu penses que ça a des impacts sur la psychologie ou le bien-être émotionnel de ces gens? Indéniablement. Ouais. Après, il y a aussi, il y a deux faces sur une pièce, et il y a aussi le côté positif. Je pense que ça peut être aussi un ego boost parfois, notamment le réflexe de plein de gens, c'est tu te sépares, tu te fous sur Tinder, et en fait tu vas te reprouver à toi-même que tu plais encore. Et moi, ça me dérange un peu. Pourquoi ? Parce que en fait, tu te retrouves, toi, si t'es dans une démarche sérieuse, sur une app, et t'es face à des gens qui veulent juste avoir un ego boost, qui en ont rien à faire, qui sont pas là pour construire quelque chose. Et du coup, t'as une asymétrie de besoins qui fait que ça va être déceptif pour l'un, et l'autre, ça va être éphémère. Ouais, c'est comme un shot de dopamine, quoi. Exactement. C'est fou. Qui a jamais swipé dans une salle d'attente ou aux toilettes ? Enfin, on en est là, mais en fait, il y a des lieux de prédilection. C'est que moi, quand je me fais chier, je swipe. D'où l'intérêt aussi, et la raison pour laquelle on a décidé d'enlever ce geste-là de swipe qui me dérange, qui m'a amusé à un moment, mais qui me dérange aujourd'hui profondément. Éthiquement, je trouve que c'est quand même... c'est assez violent, au final. Ouais. On voit une photo et non, oui. C'est comme si tu regardais un catalogue... avec des humains, en fait. Dedans. Je trouve ça... Il y a une émission qu'ils ont sortie où, justement, en fait, ils ont reproduit le swipe, mais dans la vraie vie. Et c'est d'une violence. Bon, ça fait marrer tout le monde, c'est de l'entertainment, de toutes les manières, mais c'est hyper violent, quoi. Ouais. Tu parlais de ton fiancé tout à l'heure. Est-ce que si tu l'avais vu sur une app de rencontre, tu l'aurais swipé ? Je pense qu'il faut nuancer déjà dans quel état d'esprit j'aurais été à ce moment-là. Potentiellement, j'aurais swipé parce que physiquement, il coche plein d'attributs que j'aime beaucoup.
Mais ouais, quel aurait été l'état d'esprit? Déjà, pourquoi est-ce que j'aurais été sur cette appli de rencontre? Quel aurait été mon objectif? Est-ce que ça aurait été de trouver l'amour? Et moi, j'adore les interactions et j'ai toujours rêvé que la relation amoureuse dans laquelle j'allais m'épanouir soit faite ultra naturellement. Je trouvais ça un peu contre nature de passer par une app de rencontre, même si j'ai déjà testé et j'ai pas trop apprécié. J'ai du mal avec ce concept de swiper à droite à gauche et je trouve que ça rend la chose un peu moins spontanée. Bien sûr qu'après, j'ai des amis qui sont en couple depuis des années, qui ont une maison, qui ont un chien, qui sont mariés limite, dont le couple s'est formé via Tinder ou des apps de rencontre. Et je trouve ça super beau parce qu'au final, l'amour persiste. Et au final, l'amour, c'est quoi? C'est deux personnes qui s'aiment, peu importe la manière dont ils se rencontrent. Clairement. Ça reste... Tant qu'ils sont pas de la même famille. Exactement. Et toi, exactement. Mais non, mais je trouve vraiment que... Sortie de route, là. Roulis Marion. Moi, je pense qu'il faut arrêter de voir les apps de rencontre comme des bêtes noires. Je m'explique. Aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, la première façon dont les couples se forment, c'est sur les apps de rencontre. T'as 37% des couples qui se forment sur les apps de rencontre. Donc ça veut dire que ça marche quand même, mine de rien. En même temps, c'est normal, tout est digitalisé aujourd'hui. Mais moi, je m'adresse aussi surtout... Je vais te donner un peu le persona. T'as 35 ans, t'es célibataire, t'es assez carriériste. Autour de toi, tes amis, ils se marient, ils commencent à avoir des enfants. Forcément, tu commences à ressentir une pression. Et d'ailleurs, je pense que ça fait déjà 5 ans que tu la portes sur tes épaules. Typiquement, tu vas te retrouver à une maison de campagne. On va te filer la chambre la plus pourrie parce que t'es solo. Et en fait, cette pression-là, dans un sens, tu te dis, ton cercle social, il se réduit. Parce qu'on n'a plus autant d'amis quand on a 35 ans, quand on en a 20. Tu as de moins en moins d'opportunités de rencontre. Tu rentres le soir, il est 20h30. Tes potes, tu leur proposes d'aller boire un verre. Non, ils peuvent pas, ils sont en train de dîner avec leurs enfants. En fait, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et donc, pour moi, les apps de rencontre, c'est aussi pour ce genre de personnes qui... ont besoin de rencontrer quelqu'un, mais qui n'ont plus l'opportunité. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pas t'as 22 ans, tu vas tous les week-ends en boîte. Ok, là, en fait, c'est sûr que ça a moins de sens. Mais te connecter, à part au boulot, tes potes, tu les connais depuis 10 ans, il te reste peu d'options, tu vois. Je suis d'accord. Ouais, je trouve qu'il y a certaines personnes, à partir d'un certain âge, où vraiment l'étau se resserre et les possibilités se limitent énormément. Je pense que c'est encore même plus dur pour les hommes que pour les femmes. Tu crois? Ouais, je pense que nous, les femmes, on a... C'est marrant, j'ai eu ce débat-là avec des amis il n'y a pas très longtemps. On va parler de l'amour ou la sexualité comme un marché. Les femmes, elles ont beaucoup plus d'offres que de demandes, dans le sens où elles peuvent choisir très facilement parce que ce sont des femmes. Alors que les hommes, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour eux. C'est eux qui doivent aller au charbon, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est des hommes, en fait. Donc, ils doivent prouver beaucoup plus qu'ils peuvent être capables d'assumer une relation, etc. Alors qu'une femme, elle a beaucoup moins besoin de prouver parce que elle est dans sa nature, c'est une femme. Non, mais je challenge parce que, regarde, en fait, et je partage pas du tout ce point de vue-là, on dit que les hommes, ils se bonifient avec le temps. Donc, en fait, un mec qui va avoir 40 ans, il va être au top parce que professionnellement, il a une situation, parce qu'il a des cheveux poivre et sel. Une nana à 40 ans, on va plus avoir tendance à souligner le fait que, je sais pas, elle est un peu ridée. En fait, il y a une espèce il y a 2 courbes qui se croisent. Tout à fait. Ouais. Et du coup, passer 35 ans, je pense que c'est beaucoup plus compliqué 35, 40, anyway, pour une nana de rencontrer quelqu'un. Et en fait, c'est horrible, mais elle va se retrouver à des soirées où tu as des filles qui sont à la fleur de l'âge. Et en fait, les hommes plus âgés aussi commencent à se tourner vers des filles plus jeunes. Il y a un problème. En fait, je suis d'accord. Ouais. Là, le point que je soulignais avec les hommes qui ont plus de mal, c'est justement avant un certain âge. Et après, la courbe s'inverse, la tendance s'inverse. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et je trouve que c'est très problématique d'ailleurs. Mais bon. C'est drôle. C'est la société en fait. Je citerai pas qui, mais j'ai une amie à moi qui m'a dit qui a 36 ans et qui me dit en fait, c'est horrible parce que nous, on a envie de se mettre avec des mecs de nos âges. Mais en fait, les mecs de nos âges, s'ils n'ont pas forcément envie d'enfants ou ils n'ont pas d'urgence, ils vont plus aller chercher des nanas de 25 ans. Ouais. Et ils me disent, en fait, nous, il y a une espèce de zone d'ombre sur notre marché, sur nos besoins. Et en fait, elle me dit, en fait, on galère, donc on doit aller on doit aller chercher des mecs beaucoup plus âgés, quoi. Ouais. C'est fou, hein.
Bon, toi, t'es fiancée, ça va. Oui, moi, c'est bon, je suis sécurisée, il n'y a pas de souci. C'est plutôt à moi de m'inquiéter. Non, je pense que ça va. Je rigole. Pour revenir sur les pervers narcissiques, c'est quoi les signaux d'une relation toxique, selon toi? Souvent, il y a des schémas qui sont assez, on va dire, obvious. Imaginons, tu as une amie dans une relation toxique. Pour savoir si sa relation est toxique ou pas, de toute façon, tu peux le voir assez rapidement. Si son comportement il change, il évolue avec le temps, si elle s'isole de plus en plus, qu'elle fréquente moins les gens autour d'elle ou son cercle proche. Souvent, c'est le cas, en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va être embrigadée dans la relation et elle va penser qu'elle est toute seule sur une île avec son partenaire et il n'y a plus rien autour. C'est souvent comme ça, en fait, que ça commence. Donc, c'est l'isolement, elle est manipulée. Et je pense que les signaux, en fait, quand tu es extérieur à ça, c'est pas forcément évident à voir parce que, imaginons, elle est en couple avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, devant tout le monde, il va se comporter parfaitement. Donc, tu auras aucun red flag visible ou que tu pourras notifier, Tangible, en fait. ouais. Ouais, tangible. Alors que dès qu'ils rentrent chez eux, qu'ils sont dans l'intimité, le visage de cet homme ou de ce pervers narcissique se transforme et donc elle subit son vrai visage, mais elle peut même être dans le déni et ne pas s'en apercevoir dans l'immédiat. Tu te rends compte qu'après coup? Tu t'en rends compte vraiment souvent après. En fait, au début de la relation, tout se passe à merveille. Des fois, c'est même un peu trop dans le sens où tu vas être overload de cadeaux ou de choses positives. C'est ça, des choses positives. Donc, tu vas avoir un love bombing, on appelle ça, c'est qu'on te déverse de l'amour, mais vraiment dans tous les sens. Et en fait, petit à petit, le partenaire toxique, il va retirer ce genre de choses, c'est-à-dire des attentions qu'il ne fera plus, des gestes qu'il ne fera plus, un regard. Pour créer le manque, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Ça va créer un manque donc auprès de la victime. Et elle va pas s'en rendre compte tout de suite. Elle va penser qu'elle a fait quelque chose de mal, elle va se sentir un peu coupable. Donc souvent, c'est soit un élément extérieur qui va sonner un peu comme ça à la porte, on va dire, du cerveau de la victime et lui montrer que oui, en fait, il y a quelque chose qui va pas dans cette relation. Soit c'est un élément qui est interne dans le sens où ça peut être sa santé qui se dégrade, une perte de poids drastique ou une Toi, prise t'avais de poids. perdu beaucoup de poids? Moi, j'avais perdu énormément de poids. J'étais à 43 kilos à 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais en sous-poids. Je m'alimentais très peu. Je mangeais à peine un repas par jour. Sachant que tu fais pas 1m50 comme moi, donc... Je fais 1m67, quoi. Donc, mais je vomissais énormément et je savais... En fait, je j'ai pas de TCA, j'ai pas de troubles de comportement alimentaire. Donc, j'avais zéro problème avec la nourriture de base. J'étais d'ailleurs très gourmande. C'est pas normal, en fait, de vomir comme ça sans cesse ou même de ne plus s'alimenter. Et c'est quand ma mère... j'ai eu une conversation avec ma mère qui m'a dit Maëva, tu pèses combien? Je lui ai dit je pèse 43 kilos. Elle m'a dit mais si tu perds 10 kilos, tu disparais en fait. Je suis passée au courant, mais en dessous de 34 kilos, enfin, t'existes pas quoi. Donc qu'est-ce qui se passe, Maëva, dans ta vie pour que t'en arrives à ce point-là? Et elle n'a pas utilisé des mots ultra précis, mais elle m'a juste posé une question. En fait, elle t'a poussé à t'interroger. Ouais, c'est ça. Ouais. Et souvent, il faut que ça vienne de la victime pour qu'elle réalise qu'effectivement, elle est dans une situation qui est ultra toxique et elle doit s'en sortir. Et c'est là où, en fait, elle va sortir du déni. Ça va être ultra douloureux. Elle va pas forcément l'accepter tout de suite. Mais il faut sortir du déni pour pouvoir s'en apercevoir et prendre les choses en main, se faire aider si on n'a pas la force physique ou mentale de le faire. Mais c'est ultra important de réaliser. Et franchement, pour le réaliser, c'est pas évident parce que souvent, tu es embrigadé dans une relation et tu penses que tout va bien et que de toute façon, on te met en tête que tu trouveras jamais personne d'autre. Donc forcément, le piège se referme considérablement. Et je pense que même après une relation toxique, après des années, tu te dis mais je retrouverai jamais ce que j'ai perdu. Tu sais, je me suis quand même aperçue de quelque chose, que ce soit en discutant ou même moi à titre personnel. Quand tu te sépares, des mois après, tu te rappelles que des trucs positifs. Ouais. T'es un peu mélancolique, enfin t'es nostalgique, etc. Et donc je suis intimement convaincue que même après une relation toxique, je sais pas, 6 mois, 12 mois après, tu te dis, moi c'était quand même bien, je retrouverai jamais cette passion qu'on avait entre nous. Et il y a plein de gens, du coup, je pense, qui restent seuls après des relations comme ça, parce que ça a été tellement intense que cette intensité, tu vas pas la retrouver, mais c'était tellement intense parce que c'était tellement toxique. Exactement. Tu vois. Mais il y a des gens qui deviennent presque addicts à ça. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens, ça devient un schéma habituel et ils vont tellement être habitués que ça va pas forcément leur plaire dans le sens où ils vont pas prendre du plaisir à souffrir, mais ils vont avoir cette habitude et penser que c'est comme ça que doit se passer une relation parce qu'ils sont toujours connus que ça. Alors c'est marrant parce que
justement, quand tu sors d'une relation toxique et avec les années, tu as tendance à oublier ce que la personne t'a fait subir. Totalement. C'est fou parce que sur le moment ou dans un futur très très proche, Tu souffres. tu souffres énormément, tu n'as que ça en tête. Et donc, souvent, c'est ce qui va te pousser à sortir de cette relation, si tu en as les moyens. Et plus tard, plus le temps avance, par exemple, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis sortie de cette relation toxique, j'ai limite des fois du mal à me rappeler certains comportements, alors qu'en fait, si je me pose et que je réfléchis vraiment, je vais Tu peux te remémorer les oui, faits. voilà, je vais pouvoir me remémorer, mais sur le moment, quand tu me dis, ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait, en fait, pourquoi tu dis que c'était un pervers narcissique, c'est pas évident tout de suite de s'en rappeler parce que le cerveau, il a tellement été traumatisé qu'il va avoir tendance à oublier aussi ces choses-là. C'est aussi, je pense, pour se protéger, un peu un mécanisme de protection. Après, c'est pas plus mal, parce que pour moi, c'est aussi synonyme de pardon. Et je pense qu'il faut aussi parfois s'alléger l'esprit. Et ça passe par le fait de pardonner aux autres. Et c'est en pardonnant que tu peux aussi, je pense, construire autre chose avec quelqu'un d'autre. Parce que t'es pas en train de ruminer, en train de te dire « il m'a fait ça, il m'a fait ça ». En fait, tu fais table rase d'une certaine manière. Ouais, complètement. Mais c'est aussi un moyen pour aller de l'avant. Je pense que quand on regarde trop vers le passé, on va trop... c'est pas forcément positif, surtout quand on a eu des relations toxiques ou des mauvais souvenirs de certaines relations. Je pense que le mieux, c'est d'aller de l'avant, de penser vers le futur, l'avenir, essayer de réfléchir à comment tu veux construire ta vie, quel est ton désir de vie idéal, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu veux, en fait, pour ton bien-être et ta vie, quoi. Je pense que c'est super important de réussir à se projeter, d'apprendre du passé, mais surtout de réussir à se projeter. Je pense qu'il faut aussi faire, c'est se dire « ok, j'ai vécu ça ». Entre guillemets, c'est grave, tu vois, faut le conscientiser. Il faut pas mettre le cadavre sous le tapis. Parce que moi, je sais que j'ai vachement tendance à relativiser en disant c'est rien, c'est rien. En fait, non, c'est grave. Du coup, comme c'est grave, il faut en parler. Ça va te faire du bien et après, tu vas pouvoir aller de l'avant. Ouais, complètement. En fait, il faut accepter la souffrance aussi. Ouais. C'est souvent ça que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que c'est difficile en fait d'accepter qu'on est victime d'une relation toxique ou d'un pervers narcissique ou ce genre de choses, mais en fait, en l'acceptant, c'est là où on débloque un mécanisme dans le cerveau qui va nous permettre juste d'aller de l'avant, d'aller mieux, de réparer ses blessures, de guérir et de trouver des nouvelles relations et voire même potentiellement avoir des relations complètement épanouissantes. Et sans ça, je pense que c'est... si tu n'acceptes pas que tu as été victime ou que tu as souffert, tu vas garder des choses en toi et ça va pas forcément être positif et tu pourras pas évoluer positivement. Mais moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça pertinent de te contacter, de te proposer qu'on collabore. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se remettent dans des démarches actives de recherche amoureuse, mais qui n'ont pas forcément pris ce temps pour eux. Et le but de proposer un accompagnement, des coachings parfois personnalisés ou que nos membres peuvent suivre en autonomie, le but, c'était de se dire, ok, vous cherchez l'amour, vous oubliez pas dans l'histoire, et potentiellement, typiquement, si vous avez vécu une relation toxique, il y a quelqu'un qui sera à l'écoute et qui va pouvoir vous donner les meilleurs outils pour reconstruire quelque chose de sain. Ouais, et puis vous renforcer aussi, c'est super important. Quand on sort d'une relation toxique, en général, on est complètement affaibli psychologiquement, mais aussi moralement, dans le sens où on peut tout accepter très facilement. Alors, réussir à réimposer des limites et voire même les redéfinir. C'est-à-dire, oui, j'ai laissé trop passer certaines choses dans ma relation précédente. Et faut réfléchir à qu'est-ce que je ne veux plus dans une future relation et comment est-ce que je vais l'articuler et le faire comprendre en fait à mon futur partenaire. Et ça, c'est ultra important de construire ce genre de choses pour se renforcer, pour être forcément beaucoup plus épanoui dans une relation et que ce soit quelque chose de sain, quoi. En fait, tu vas être un peu le péage des futurs mecs de nous, nos membres, ou Nana d'ailleurs, parce que je suis sûre que si toutefois, on va avoir certains de nos membres qui vont commencer à tchatcher avec des partenaires en disant « Maëva, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que ce mec-là, il est toxique ou pas ?» Ça va être intéressant. Ouais, carrément. Oui, mais complètement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi. C'est super important de bien analyser les gens aussi, je trouve. Quand on veut quelque chose de sain, c'est bien de prendre son temps, d'analyser comment la personne se comporte en public, avec d'autres gens, comment elle parle des gens aussi, parce que si tu vois qu'elle parle très mal de certaines personnes, c'est super important de réussir à catégoriser, de connaître les schémas des personnes qui sont toxiques. Ça, c'est super important. Je peux aussi le mettre en place avec le coaching. En général, c'est souvent ce que je fais. Je rappelle aux gens, une personne toxique, c'est ce genre de personne qui fait ça. Par exemple, quelqu'un qui parle mal à un serveur et après, il parle bien à toi,
tu dis, ah, ok, donc il considère ce serveur dans un restaurant comme plus bas que lui, mais par contre, les gens qui mettent à son niveau, il leur parle normalement, bah, déjà, tu peux te dire, ok, il a quelque chose dans son comportement qui n'est pas forcément ultra sain, quoi. Et en général, souvent d'ailleurs, c'est le cas, dans des relations toxiques, tu peux voir ce genre de schéma arriver. Et au début, tu es au même niveau que ton partenaire. Et en fait, il te met dans l'autre catégorie. Ouais, et à la fin, il finit par te parler aussi mal qu'il a parlé au serveur, quoi. C'est des schémas super intéressants à analyser et à comprendre et à garder en tête quand on essaie de trouver quelqu'un ou qu'on est sur une app de rencontre. Moi, il y a un truc aussi pour revenir sur les apps de dating, c'est très facile de ghoster quelqu'un, en fait, sur une app de dating. Tu peux très bien, du jour au lendemain, juste ne plus lui parler et passer à autre chose et supprimer son profil. Ou... Totalement. Mais en fait, pour être honnête, je me suis vu le faire et je m'en suis voulu. Bon, c'est fait, c'est fait. Et je me suis dit, comment, justement, je pourrais répondre à cette problématique à travers, je sais pas, une fonctionnalité sur l'application. Du coup, ce qu'on a mis en place avec mon associé, c'est que tu peux décider de stopper une conversation. Donc, tu as un bouton dédié et tu as différentes raisons qui te sont proposées. Je sais pas, typiquement, j'ai pas le temps, ou je parle avec quelqu'un d'autre, ou il n'y a pas de connexion, ou tu as un comportement inapproprié. Et en fait, en fonction de la question, enfin de la raison que tu vas choisir, il y aura un message automatique qui va être envoyé à ton interlocuteur. Et c'est con, mais recevoir juste un petit message en disant « Écoute, j'ai pas ressenti de connexion particulière, mais en tout cas, je te souhaite tout le meilleur dans ta recherche amoureuse. Passe une bonne journée. » Putain, mais en fait, ça te prend 2 clics. Et l'autre, ça va lui faire du bien d'une certaine manière aussi. Il pourra passer à autre chose, quoi. Exactement. Ouais. Et est-ce que c'est possible aussi, du coup, imaginons la personne dans ton app, elle veut pas appuyer sur ce bouton, mais juste elle décide de pas donner suite en fait à la conversation. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous quand même de automatiser un peu ce schéma de il va pas se faire ghoster, comme ça il pourra aller de l'avant? Écoute, on n'est pas allé jusque là, mais on pourrait très bien automatiquement générer un message au bout de X jours. Après, on connaît tous des gens qui vont sur des apps pendant 3 semaines, qui rencontrent quelqu'un pendant 1 mois, qui retournent sur l'app. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas non plus trop s'immiscer dans les décisions des utilisateurs. Enfin, c'est pas notre rôle. En tout cas, nous, on fait office de modérateur. Ouais. On va essayer de prendre soin des gens et d'encourager à des interactions qui sont humaines et éthiques, quoi. Ouais. En fait, les gens sont pas des objets, les gens sont pas des bouts de viande. Bien sûr, et dans la vraie vie, au quotidien, en face à face, ça arrive pas, en fait. Tu réponds pas à une question et tu tournes le dos. Oui, ça existe nulle part, en fait. C'est pour ça, c'est bien d'essayer de limiter ce genre de choses, parce que l'impact que ça peut avoir sur la psychologie de la personne qui en est victime, ça peut être quand même très fort. Hein. Pour moi, l'enjeu des apps de dating, et du coup qui est le nôtre, c'est d'essayer de reproduire un maximum ce que les gens feraient dans la vraie vie en ligne. Ouais, tu humanises en fait. Totalement. Complètement. Avec des trucs positifs en plus, à savoir de l'intelligence artificielle qui va pouvoir, je sais pas, te faire gagner du temps aussi, parce que en fait, le but aussi des outils technologiques, c'est pas de remplacer les humains, mais c'est de te faire gagner du temps sur certaines tâches qui peuvent être chronophages. Ouais, bien Typiquement, sûr. le coucou, ça va, moi je peux plus. Enfin, moi je réponds même pas parce que oui, je vais bien et au pire, qu'est-ce que ça peut te foutre? On se connaît pas, tu vois. C'est horrible, mais c'est vrai. Ouais. Donc on va essayer de surfer sur des trucs, je sais pas, sur des tests de personnalité, sur le fait de mieux se connaître. Nous, le concept de notre appli, c'est d'avoir un buddy. Donc c'est un proche de confiance que tu vas désigner, tu vas lui demander de rédiger ta bio. On peut se dire, oui, mais tu peux proposer, tu peux demander à ton pote d'écrire ce que tu veux. Oui, c'est vrai, mais en fait, si tu joues le jeu, c'est aussi hyper fort de voir comment est-ce que ton pote te voit et te décrit. Je trouve ça puissant. Moi, j'ai lu des bios qui avaient été rédigés donc, par des buddies de certains de nos inscrits. Et je me suis dit, c'est tellement touchant de voir cette entraide, de voir aussi cette authenticité, parce qu'il n'y a pas que des trucs sympas qui sont dits, mais en tout cas, c'est dit avec humour. Ouais. Et je trouve ça touchant de s'entraider. Ouais, bien sûr. Alors, on veut tous que nos proches soient heureux et épanouis dans leur vie. Donc, Et pourquoi pas sur une app de rencontre? Complètement. Tu vois. Et c'est marrant, mais moi, je me suis vue parfois, je sais pas, il y a un mec qui te plaît, il t'invite à une soirée, tu veux pas y aller tout seul, tu dis à ta meilleure pote, bon, accompagne-moi, je te jure, je te rendrai ça. En fait, ta pote, elle vient. Pourquoi est-ce que du coup, on peut pas le faire sur une app de rencontre, tu vois? C'est real life. Pour moi, c'est notre ligne directrice. Trop bien. J'adore. Et toi, du coup, tu utiliserais ton app Ah, mais moi, je suis la première dessus. Ça, c'est sûr. Mais en fait, c'est fou, mais
C'est comme ceux qui font de l'immobilier, qui te disent j'ai un super coup, faut absolument que tu prennes cet appart. En fait, si c'est un super coup, prends-le. Tu vois. En fait, les conseillers sont pas les payeurs. Moi, je vais me mettre sur mon app. Et d'ailleurs, c'est parce que je serai sur mon app que je vais aussi être confrontée à des trucs qu'on a mal fait. Ouais. Tu vois. Oui, j'avoue, tu seras le meilleur utilisateur test, en fait. Ouais. C'est marrant. Quand je pense à l'évolution de la mise en couple à travers les générations, enfin, je veux dire, je sais pas toi, mais genre, moi, la génération de mes parents, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Ma mère, elle était d'Allemagne, mon père en France, vivait à distance. Tous les mardis, ils avaient rendez-vous à la cabine téléphonique pendant 10 minutes et, pour se dire tous les trucs de la semaine. Et après, ils essaient de se voir le plus tôt possible. Quoi. Mais je veux dire, ça a tellement évolué. Genre aujourd'hui... Tu crois pas que c'est ça qui te fait tomber amoureux, tout cet impossible? Parce que je pense que l'humain, il est fait de telle sorte à ce que quand c'est inaccessible, quand c'est compliqué, en fait, t'as envie de l'avoir. Ouais, et c'est ça commence challengeant. quand t'es petit, quand t'as un jouet. T'es en train de jouer avec je sais pas, un jouet, ton frère aussi, tu veux celui de ton frère. Parce que c'est pas le tien. Bah, je trouve que le côté un peu compliqué des relations d'avant, parce que c'était compliqué pour se voir, c'était compliqué de se le dire, parce qu'il y avait beaucoup plus de pudeur aussi. C'était compliqué d'aller toquer à la porte, parce que tu sais très bien que c'était le papa qui allait t'ouvrir et qui a des bras comme ça. Enfin, c'est parce que c'était compliqué que les gens tombent amoureux. Ouais. Et maintenant, c'est parce que c'est devenu trop simple que les gens s'aiment plus assez. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est aussi pour ça qu'il y a plus de divorces aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps, peut-être, Ouais, qui est différent. Mais j'ai l'impression que les relations aujourd'hui sont plus friables facilement qu'il y a plusieurs décennies, on va dire. totalement. Après, moi, j'ai un avis très personnel sur le divorce. Je pense qu'il faut pas forcément voir ça comme un échec. Bien sûr. Aujourd'hui, nos espérances de vie, elles ont considérablement augmenté. T'as le droit d'avoir, je sais pas, 2, 3 vies, de rester 10 ans avec quelqu'un, de le chérir, de l'aimer, et te dire, bon, bah voilà, on a fait notre temps. Il y a juste le sujet des enfants, pour moi, qui rentre en ligne de compte. Bien sûr. Mais si on oublie cette histoire d'enfant, t'as le droit d'aimer des personnes différentes, et 10 ans, c'est énorme. Ouais, c'est vrai, on s'en rend pas compte. Hein. Et en plus, t'évolues en 10 ans, Ouais, ou complètement. en 30 ans. Ouais. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir une seule relation dans sa vie? Ouais. En fait, c'est horrible, mais ça dépend de ton schéma familial aussi, Bien des sûr. exemples que tu as sous les yeux. En fait, je trouve ça hyper beau quand je suis invitée aux 40 ans de mariage de mes grands-parents. Mais quand je creuse, souvent, je les envie pas parce que t'apprends qu'il y a des tromperies ou qu'ils se calculent plus. En fait, c'est beau en vitrine, moi je trouve les relations de 30, 40 ans. Mais les seules fois où j'ai eu l'occasion de creuser, ça m'a rien dit de... Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai ça comme exemple avec mes parents. Mon père, c'était le premier homme de ma mère, et Waouh. c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est beau. Après, moi, j'ai pas vraiment suivi ce schéma-là. Donc j'ai eu plusieurs relations amoureuses quand j'étais plus jeune, donc j'ai pas du tout vraiment suivi. Par contre, je suis quand même dans le truc traditionnel du mariage, des relations qui sont longues, d'évoluer, de grandir ensemble, de traverser les épreuves de la vie à deux. Et voilà, après, forcément, au bout d'un moment, il faut pas forcer les choses si ça va pas, quoi. Et je pense que aujourd'hui, on a tellement beaucoup plus d'accessibilité dans le fait de trouver l'amour, de chercher un partenaire, grâce aux réseaux sociaux, à Internet ou aux apps de dating, que forcément, bah, les chances pour que la relation soit moins durable, elles sont beaucoup plus élevées, puisqu'on a beaucoup plus d'offres en fait aujourd'hui. Enfin, on peut plus facilement se mettre en couple aujourd'hui que à l'époque. Je prends même l'exemple des villes et des campagnes. En fait, dans les villes, t'as beaucoup plus d'opportunités de rencontres. Bien sûr, ouais. Donc les gens restent moins longtemps ensemble. À la campagne, si t'es dans un village avec, je sais pas, 2000 habitants, je peux te dire que ta Juliette, tu veux la garder. Tu vois. C'est clair. Ouais. Donc ça joue aussi. En fait, je pense qu'on sous-estime à quel point l'environnement dans lequel on évolue, et même l'environnement dans lequel ton couple évolue, a un impact Bien sûr. sur la pérennité de ta relation. Complètement. Typiquement, tu t'entoures de gens qui font que la fête, je sais pas, qui sont infidèles, j'en sais rien, tu vois, après chacun fait ce qu'il veut. Bah, ça va pas être favorable à ce que ta relation perdure, mais c'est normal. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, je pense qu'il faut aussi changer, pas radicalement de cercle d'amis ou autre, mais il faut aussi réadapter ton style de vie pour mettre toutes les chances de ton côté. Ouais, bien sûr. Il y a plein de choses en fait. Il y a la situation professionnelle de chacun. Moi, par exemple, avec mon fiancé, on est tous les deux dans l'entrepreneuriat. Bon, lui, il est encore salarié, mais il va bientôt switcher. Et on n'aime pas trop la routine. Et je pense que c'est bien de pas trop aimer la routine parce que quand tu restes des dizaines et des dizaines d'années avec la même personne, la routine, au quotidien, moi, je trouve que c'est cauchemardesque. Donc, je trouve ça cool aussi de faire en sorte de tout le temps vivre des nouvelles aventures, découvrir des choses ensemble, voyager.
Je pense que c'est important quand tu restes dans une relation sur le long terme de varier en fait les choses et d'apporter de la nouveauté assez souvent, de façon récurrente. Et je pense que ce qui peut aussi détruire les couples, c'est justement la routine. Parce que on s'embrigade dans quelque chose déjà au niveau de la vie professionnelle. Quand tu travailles, c'est une certaine routine. Si ensuite tous les jours c'est répétitif et toujours la même chose, moi personnellement, je trouve que c'est un peu cauchemardesque. J'aime pas trop la routine, ça me met mal à l'aise. Du coup, c'est pour ça que j'essaie souvent de faire en sorte qu'on n'ait pas une routine vraiment beaucoup trop pesante à la maison, quoi. Ou prévisible. Ouais. Ouais. C'est excitant de vivre. Je pense que c'est un trait de personnalité. Ouais, je pense aussi. Parce que tu as des gens qui vont être attachés à leurs habitudes, qui vont aller déjeuner ou dîner dans le même resto, à la même table, qui vont prendre le même plat pendant 5 ans. Et ça va les rendre heureux. Ouais, c'est fou ça. Donc je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Il faut que ton partenaire il soit raccord, complémentaire, similaire, peu importe. Mais toi, c'est un truc qui t'anime, mais d'autres, je pense que ça les angoisserait. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord. Ce genre, c'est vraiment une caractéristique personnelle. Comment ça, est-ce qu'on peut le traduire du coup sur une app de dating? Parce que c'est quand même assez spécifique. Alors, trop intéressant. En fait, nous, on s'est dit, bon, on a envie de mettre un test de personnalité, non pas parce que c'est en vogue ou autre, ou que... Enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de tests de personnalité qui sont un peu pourris sur certains magazines. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un panel d'environ 50 personnes, parfois donc des jeunes, des vieux, des couples, des célibes, en leur demandant c'est quoi pour toi les piliers d'une relation. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des convergences sur des grandes thématiques, à savoir les valeurs, la famille, ton quotidien, ton lifestyle dont on parlait tout à l'heure, ton type d'attachement, etc. En fait, on n'a pas la prétention de dire que on a la potion magique pour une relation qui dure. En tout cas, on a établi 10 catégories. Donc, parmi celles que je viens de te citer, t'en as d'autres. Hein. T'as le sexe, t'as les endroits que tu fréquentes, ta fréquence de sortie, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que le célibataire, il va répondre aux tests de personnalité. Et derrière, on a créé des règles où parfois, il y a des similitudes, parfois, il y a des complémentarités. Ok. S'il y a toujours une guéguerre entre qui se ressemblent, s'assemblent, non, pas du tout, les opposés s'attirent. Ouais. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui cherche une relation hyper fusionnelle, vs quelqu'un qui cherche une relation indépendante, c'est pas l'idéal. Tu vois, moi, j'ai ma vie, je suis très indépendante. C'est vrai que si quelqu'un est trop collé sur moi en mode moule sur son rocher, ça m'étouffe. Donc là, pour cette thématique-là, on s'est dit, logiquement, on va proposer des gens qui sont similaires. Et à contrario, sur tout ce qui est complémentarité, je te donne un exemple. En type d'attachement, si tu as quelqu'un d'anxieux, type d'attachement anxieux, c'est un peu les gens qui vont te demander tout le temps est-ce que tu m'aimes, tu vois, qui sont un peu dans une dépendance affective. Besoin d'approbation. Exactement. Et en fait, typiquement, eux, on va pas les mettre avec leurs confrères. En fait, on s'est dit, on va essayer de les mettre avec des personnes sécures, avec des gens qui sont équilibrés émotionnellement et qui vont venir compenser un peu cette anxiété qu'ils vont avoir. Ouais. Et donc, on s'amuse à jongler, tu vois, là-dessus. Moi, par exemple, je me dis, si j'adore sortir ou que j'ai un mode de vie très actif, je vais pas te mettre avec quelqu'un de très casanier parce que... C'est pas compatible sur la durée, ça. Il faut pas essayer de rendre logique l'amour. En tout cas, je pense que c'est dommage. Enfin, si tout le monde se disait en début de relation qui ils étaient vraiment et abordaient les sujets. Moi, quand j'aime... Ça passe par, il y a 5 langages de l'amour. Moi, je sais que quand j'aime, ça va passer par le fait de partager des moments de qualité. Et si ça, je l'avais dit à mes conjoints peut-être au début de la relation, enfin mes anciens partenaires, ça aurait peut-être mieux marché. Ouais, tu vois. Okay. Pourquoi tu penses que ça aurait mieux marché versus pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je pense qu'on a tendance à trop reprocher à l'autre. Bon, souvent, on dit que d'ailleurs, on reproche aux autres des choses qu'on se reproche à soi-même. Mais typiquement, moi, en fait, comme moi, j'aime en partageant des moments de qualité... et que je sais pas, l'autre, ça va être des câlins ou, je sais pas, m'offrir des cadeaux, je vais lui dire... je vais lui reprocher de pas m'aimer assez parce qu'en fait, il m'aime pas comme moi j'aime avec des moments de qualité. Ouais. Donc, je pense qu'on parle de communication, oui, mais là, il y a aussi des aspects très théoriques. Il y a des langages de l'amour, t'as des types d'attachement, t'as des relations fusionnelles indépendantes, tu vois. Ouais. Je pense que c'est important de communiquer la vision qu'on a de l'amour à son partenaire parce que c'est très subjectif, au final, comme tu dis. Il y a plusieurs verticales dans l'amour. Si deux partenaires expriment leur amour différemment et que en fait, ça crée des non-dits ou des choses un peu tendues, c'est là où ça va créer des complications. Alors que
Si d'emblée, dès le début de la relation, on explique chacun quelle est notre vision de l'amour, quelles sont nos valeurs, comment on voit les choses. C'est beau, je Ouais, trouve. c'est ultra beau. Et c'est justement, c'est là où c'est sain, c'est que on va comprendre ce que l'autre attend d'une relation et inversement. Et du coup, on va mettre les efforts pour essayer de satisfaire l'autre, mais aussi que l'autre nous satisfasse et que ce soit mutuel, en fait. En fait, c'est genre, tiens, je te donne ma grille de lecture, Ouais, fais-en bon usage, ouais. tu vois. Et donne-moi la tienne, du coup. Exactement. Non, mais en fait, je trouve ça adulte comme façon de faire. Peut-être que d'ailleurs, quand t'es beaucoup plus jeune, tu te connais pas suffisamment, donc tu serais pas à même. Tu vois, nous, notre test de personnalité, c'est vrai qu'il est quand même. Enfin, tu prends 7 minutes, entre 5 et 7 minutes à le faire, mais c'est vrai que moi, je me dis, j'aurais pas forcément été en capacité de répondre de manière objective à ce test quand j'avais 19 ans. Et Là, du- j'en ai 27, je suis en capacité de répondre à ce test. Et du coup, donc c'est toi qui réponds à ce test ou c'est ton buddy qui répond pour toi? C'est toi. Ok. C'est toi. C'est toi parce que ça nécessite aussi une mini introspection à un moment. Bien sûr. Bah, c'est vrai que nous, on tient. Enfin, moi, j'ai carrément envie qu'on bosse ensemble pour que tu accompagnes les célibataires qui en auraient besoin. Comment est-ce que ça se passe C'est quoi? C'est des séances sur plusieurs mois? C'est 1 heure? C'est 20 minutes? Comment est-ce que tu aides les gens, justement, à travers ton activité? Ouais, mais en fait, ça dépend. J'ai des personnes, je les accompagne sur la durée parce qu'il y a un grand travail à faire sur elles-mêmes. En fait, elles veulent renforcer leur personnalité, aussi comprendre en fait ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la relation pour mieux l'appréhender par la suite dans une future relation. Mais déjà, le but avec la plupart des gens que je rencontre, c'est déjà d'être à leur écoute et d'essayer de comprendre quel est leur problème et de les aider dans tous les cas. Comment je les aide en général En fait, il y a des situations tellement variables que ça évolue énormément. Des fois, ça va être une seule consultation parce que quelqu'un a une question à me poser, il a vraiment besoin de trouver la réponse ou de voir plus clair en fait sur sa situation. Par exemple, une question, ça va être mon partenaire ou ma partenaire, j'ai l'impression qu'elle est assez toxique. Je m'en étais pas rendu compte alors que ça fait 6 ans qu'on est en couple. Du coup, est-ce que tu peux me dire quels sont les schémas pourquoi je ressens ça aujourd'hui et qu'est-ce que je peux faire en fait, soit pour améliorer la situation, soit pour en sortir parce que j'en peux plus. C'est souvent il y a deux schémas comme ça. Et du coup, voilà, moi c'est des coachings, ça peut être sur la durée. Pour l'instant, je crois que j'ai déjà suivi des personnes au moins 5 fois maximum pour le moment. Après, parce qu'au bout de 5 fois, en fait, enfin au bout de 5 coachings différents, ce qui se passe, c'est que le premier coaching, je découvre un peu ce que la personne vit, qui elle est, comment elle fonctionne. Elle m'explique tout. Et ensuite, ce qui se passe après, c'est qu'on fait des exercices pour l'aider à se renforcer. Donc, ça peut être créer de l'affirmation de soi. Enfin, soit je réponds à leurs questions si elles ont des doutes sur leur relation ou même sur elles-mêmes. Souvent, il y en a même qui pensent qu'elles sont elles-mêmes des pères narcissiques. J'adore. Et en plus, elles sont suivies par des psychologues. Donc, c'est paradoxal. Un père narcissique ne va jamais suivre un psychologue. Tu crois? Oui, oui, non. Ils ont trop d'ego pour ça. Ah bah ça me rassure, ça veut dire que je suis pas pervers narcissique. Enfin, quoi que tu me diras, j'ai dû faire 3 séances avec des psys différents. Donc, Ah non, mais en général, le père narcissique, impossible qu'il aille voir un psy parce que lui, tout est parfait, il a pas de problème, c'est toi qui as un problème. C'est ça le père narcissique, comment il fonctionne. Donc voilà, au niveau des coachings, je les aide, donc soit une séance, si c'est nécessaire, ça peut aller jusqu'à 5, voire plus. Mais l'idée, c'est qu'elles sont un point de départ qui est là, et l'idée, c'est de les faire évoluer pour qu'elles arrivent à un point qui puisse les aider dans leur avenir. Et du coup, vous fixez des objectifs ou pas? Oui, bien sûr. Ça dépend après de chaque personne. Il y en a qui ont des objectifs personnels même qui sont liés à leur quotidien, à leur métier, etc. Donc ça va même un peu jusque-là. Des fois, je les aide aussi. Par exemple, j'en ai une qui veut carrément changer de direction professionnelle. Donc petit à petit, je l'aide aussi à prendre confiance et à sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est un bon exercice, je trouve, à faire quand on sort d'une relation toxique. C'est que souvent, on a peu d'estime de soi et on pense qu'on se dévalorise énormément. Alors que justement, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on voit le potentiel qu'on a et justement qu'on peut reprendre confiance. Parce que, en soi, je veux dire. Parce que quand on fait des actions, on entreprend des choses et qu'on réussit, en Ça fait, nous valorise. ça nous valorise énormément et on se rend compte qu'on est capable de plein de choses, contrairement à ce que nous disait notre ex toxique. Donc, en fait, quand tu sors d'une relation toxique, c'est en mode revenge, quoi. Ouais, mais c'est pas revenge envers la personne qui nous a fait souffrir, c'est revenge envers la personne que j'étais dans cette relation. Tu vois, et qu'il faut plus être comme ça, il faut vraiment voir les choses sous un nouvel angle et
Et anticiper aussi, forcément, ça va pas être facile. C'est pas facile de sortir d'une relation et de tout réapprendre, de réadapter son quotidien. Mais grâce à toi, c'est possible. Tout à fait. Voilà. Bah, tu peux dire peut-être quand est-ce que sort ton application ? L'appli, elle sort dans 1 mois. Et j'ai hâte de me dire qu'on va réinventer le marché de l'amour qui est si malmené depuis tant d'années. Et d'être accompagnée aussi par une équipe de coachs qui est absolument géniale et qui vient apporter cette expertise humaine en plus de la tech que nous, on développe. Ok, trop cool, trop bien. Et ben, si jamais vous avez besoin de coaching pour sortir d'une relation toxique ou vous remettre d'un partenaire toxique ou d'une partenaire toxique, parce qu'il ne faut pas négliger les femmes, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram, donc il va s'afficher juste ici. D'ailleurs, je vais mettre aussi le Instagram de Marion et de son appli. D'ailleurs, vous pourrez vous inscrire sur l'application de Marion. Donc, il y a une date fixée encore ou pas ? Pas fixe, pas fixe. Okay. N'hésitez pas à surveiller son compte Instagram besideme.app pour checker quand est-ce que cette app sera lancée pour profiter de tous les features, Trop bien. dont les coachings, sur l'application de Marion. Merci pour votre écoute.